J'ai fait passer peut-être des milliers d'entretiens et j'ai recruté des centaines de personnes. Dans cet épisode, j'ai envie de vous partager la méthode basée sur la science, de ce que j'ai pu analyser, à la fois dans mes études, dans mes recherches, dans mes lectures et sur le terrain pour recruter la crème de la crème, les top performers pour vos organisations. Dans ces entretiens, beaucoup étaient absolument nuls, d'autres étaient absolument légendaires et c'est un peu la substantifique moelle que j'ai envie de vous partager à la faveur de cette vidéo, de cet épisode. On dit toujours que le recrutement, c'est du feeling, c'est de l'art, c'est, de la sensation, de l'intuition. C'est sûr qu'il y a une partie d'intuition, mais en fait, j'ai envie de prendre le contre-pied de tout ça et de vous dire que le recrutement, c'est une science. Bonjour à tous mes vidéos, j'espère que vous êtes en pleine forme. Du coup, Pierre-Emmanuel à nouveau. Je me représente du coup comme, la tradition le veut. Donc ça fait 10 ans que j'évolue dans des environnements de haute performance et de forte croissance et dans Système, je décortique les systèmes des top performers, une fois en interview, une fois en solo, une semaine sur 2. Et l'objectif dans ces épisodes, ça va être de comprendre ce qui fait le succès des meilleures méthodes, des meilleurs top performers et de pouvoir les répliquer. Dans cet épisode, on va voir 3 différentes parties. Première partie, pourquoi c'est important, pourquoi c'est capital et fondamental de pouvoir recruter et de la meilleure manière possible. Deuxième partie, on va voir quelles sont les compétences prédictives de la performance parce que oui, il y en a et oui, avant même de recruter une personne, vous pouvez être plus ou moins sûr et certain scientifiquement de savoir si cette personne va performer ou non. Troisième partie, on va aussi parler du process post-recrutement, puisqu'en fait, c'est souvent quelque chose qui est absolument négligé. On a l'impression que ça y est, la personne est recrutée, ça y est, elle va être en performance. Eh bien non, on a tout un framework, un process qu'il va falloir valider a posteriori de ce recrutement. Et on va voir ça ensemble. Je vous retrouve tout de suite du coup. Cet épisode, vous pouvez le voir évidemment de l'œil du recruteur, mais vous pouvez aussi le voir de l'œil du recruté, puisque septembre, c'est pas pour rien que je sors cet épisode à ces moments-là. Vous l'avez compris, c'est un moment de changement en général. Vous avez envie peut-être de changer d'organisation pour trouver les missions les plus intellectuellement stimulantes, et donc c'est exactement pour ça que je vous pose cet épisode maintenant. Vous l'avez compris, une semaine sur 2, donc je suis solo, et ça va être désormais la norme. On va en reparler évidemment, puisque le démarrage de la saison 2, je vous l'annonce officiellement, il arrivera le 16 septembre, je crois que c'est un lundi du coup, lundi 16 septembre 18h30 pour le premier épisode en interview qui marquera le démarrage de cette saison 2. Soyez prêts parce que c'est un épisode qui est extrêmement spécial. Vous allez voir, l'invité est très 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 particulier et je vous tease pas plus que ça, mais je vous conseille d'être présent et de faire péter les chiffres d'audience de cet épisode puisque vous allez voir, il est assez surprenant, on va dire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, du coup, on va rester sur le format capsule, du coup, une trentaine de minutes, vingtaine de minutes, entre 20 et 30 minutes dans l'idéal. Je vais essayer de pas trop prolonger ces épisodes-là parce que j'ai bien compris qu'en fait, le sujet, ce que vous voulez avoir en tant qu'auditeur, c'est la connaissance et donc on va aller directement au système désormais et donc c'est ce que je vais faire tout de suite. On commence avec la partie 1. Pourquoi c'est capital de bien savoir recruter? Alors, j'ai trouvé 4 différents points sur cette partie-là. Le premier point, c'est, on en a déjà parlé, c'est le sujet de la densité de talent. La densité de talent, c'est quelque chose d'extrêmement important. On en a parlé dans l'épisode avec Netflix, où je commentais le démarrage du livre de Netflix, du fondateur de Netflix, Reed Hastings, qui est exceptionnel, que je vous recommande évidemment. Une règle, pas de règle, no rules, rules en anglais. Il est capital ce livre, il faut absolument que vous le lisiez. Si vous faites un peu de business, si vous travaillez dans la sphère entrepreneuriale ou quoi que ce soit, dans tous les cas, ça va vous ouvrir les chakras de fou et c'est vraiment un livre exceptionnel. Un des points les plus importants chez Netflix, c'est la densité de talent, c'est-à-dire la concentration d'avoir des éléments de top performance au même endroit. Il y a plein d'effets collatéraux à ça. Il dit par exemple qu'en fait, le levier un bon recrutement, il est stratosphérique par rapport à avoir deux personnes d'un niveau un peu moyen. Dans l'exemple qu'il prend, c'est un développeur. Du coup, il prend que des développeurs qui sont excellents. Un développeur qui est bien recruté, qui est vraiment top performant, va être capable d'abattre beaucoup plus de travail, peut-être le travail de 2 ou 3 ou 4 développeurs sur le même temps. Et donc, c'est pour ça en fait que l'effet de levier il est bien plus important. Ça, c'est la première chose. Évidemment, il y a un effet de levier qui est extrême. Et en fait, notamment dans les organisations plus petites, en fait, vous êtes en train de recruter vos généraux. Donc, c'est hyper important que les premiers recrutements soient bien faits parce que simplement, c'est demain peut-être les managers que vous allez avoir. Peut-être que c'est demain des top performers qui vont avoir des postes clés dans l'organisation. Donc, je dirais qu'en fait, le recrutement, il est encore plus important si vous êtes une petite boîte. Deuxième raison à ça, c'est qu'on a un effet pomme pourrie qui est extrêmement important dans les organisations. C'est-à-dire on en a déjà parlé, un mauvais recrutement qui est par exemple quelqu'un qui va tendre vers le négatif, qui va ressasser, qui va ruminer, qui va être toujours
voir le verre vide à la place du verre plein. Mais en fait, ça, c'est hyper contagieux dans les organisations. Et donc, on a évidemment envie de ne pas recruter ces personnes-là pour la simple et bonne raison qu'on a un effet pomme pourrie, c'est-à-dire que vous savez, dans un panier de pommes, quand on a une pomme pourrie, en fait, ça va contaminer tout l'ensemble du panier hyper rapidement. Et donc, il faut absolument évincer ces personnes, les dégager le plus rapidement possible, quoi qu'il en coûte. Troisième effet intéressant, c'est qu'en fait, ça va permettre d'avoir des excellents talents dans l'organisation, ça va permettre d'attirer d'autres bons talents. C'est en fait un argument de recrutement. Plus on va avoir au même endroit des super performeurs, des gens qui sont hyper forts, bah en fait, plus ça va donner envie aux gens de rejoindre l'organisation. Et donc, si limite à un moment donné, vous avez une boîte ou une organisation qui se dit, bah, je recrute que des super performeurs, que je suis hyper fort et que je suis certain qu'on va pouvoir les accompagner du point A vers le point B, et ben en fait, ça, c'est une marque hyper importante de j'ai envie d'intégrer cette boîte-là. Je vous donne un exemple en commercial. Quand j'ai rejoint la boîte où j'ai passé les 4 dernières années, grosso modo, qui s'appelle Spendesk, qui est une licorne française, en fait, j'y suis allé parce que c'était revendu comme une école de vente où j'allais pouvoir passer du niveau où j'étais moyen partout à un niveau où j'allais être excellent sur chacun des postes du commercial. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, aujourd'hui, j'ai un très bon niveau en commercial et c'est grâce à ça, grâce à cette organisation-là. D'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie à l'épisode que j'avais fait sur le salariat et comment je défends le salariat sur au moins le début de carrière. Je pense que c'est un passage qui est capital, qui est très bon et il faut savoir le leverager à son avantage, ce salariat. Et donc, je vous renvoie, si ça vous intéresse, à l'autre épisode. Quatrième point, c'est qu'en fait, le recrutement, traditionnellement, c'est quelque chose qui est extrêmement mal fait. On se dit qu'on va recruter ces personnes-là, on n'a pas de framework de décision objective, et on va vraiment se laisser aller au ce qu'on appelle le gut feeling, le sentiment qui vient du ventre, donc les instincts, l'intuition. Et ça, c'est vraiment problématique parce qu'en fait, par définition, on est tous biaisés. Donc, il faut savoir écouter ses intuitions, ça c'est certain, mais il faut aussi s'équiper de frameworks qui sont objectifs, qui vont par exemple faire des frameworks de notation sur telle capacité, telle compétence, je vais accorder telle ou telle note. Et donc, ça va me permettre d'avoir un résultat qui est un peu plus objectif, le plus possible en tout cas. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, le recrutement, ça coûte hyper cher en termes de temps et en termes d'argent. L'argent pour identifier les candidats, leur faire passer des entretiens et puis l'amener dans l'organisation. Et puis, une fois recruté, si on recrute une personne et que ça se passe mal, bah, en fait, là, le coût, il est hyper violent parce que vous aurez votre manager que vous allez payer assez cher, qui va passer du temps à former cette personne-là. Et ça, ce temps-là, bah, si on sort cette personne-là au bout de la période d'essai, c'est du temps perdu. Et donc, de l'argent perdu in fine. Donc, on veut absolument limiter à la fois ce qu'on appelle le churn des nouveaux collaborateurs. Le churn, c'est le fait de virer, sortir les personnes qui sont nouvellement recrutées. Première chose. Et deuxième chose, c'est qu'on va être capable, il va falloir, dans une dernière partie, on va en parler, d'identifier les red flags, les signes rouges, dès le début que cette personne est recrutée et même pendant le processus de recrutement à la limite. Deuxième grande partie, on va parler des compétences qui sont prédictives de la performance. Alors, moi, j'ai recruté beaucoup de commerciaux, beaucoup de profils dans cette sphère-là, beaucoup de profils aussi marketeux. Je ne sais pas si c'est aussi applicable sur les autres sphères, genre le développement produit, etc. etc. J'ai le sentiment et l'intuition que c'est en fait valable pour n'importe quelle typologie d'emploi. Il y a d'autres compétences qu'on va pouvoir intégrer à des commerciaux et des développeurs qui sont très différentes. En revanche, globalement, si on recherche un profil et un potentiel plus que un état de fait des compétences à date, c'est-à-dire quelqu'un qui est très technique par exemple, c'est pas ce que je vais recommander du coup d'avoir quelqu'un qui est très technique et humainement qui est un connard. C'est évidemment pas ça qu'on va recruter. Du coup, ce que je vous recommande là, c'est d'évaluer le potentiel de la personne et non pas ce qu'il peut apporter techniquement à l'organisation. Et donc, pour la petite histoire, ayant occupé quelques postes qui se rapprochent du management et même de la direction commerciale dans certaines organisations, en fait, j'ai voulu m'armer des meilleures études scientifiques qui permettaient d'objectiver le plus possible mes décisions en termes de recrutement. Et donc, c'est pour ça, moi, je vais passer des centaines et des centaines d'entretiens de recrutement. J'ai recruté, je pense, plus d'une centaine de personnes au cours de ma jeune carrière. Et donc, ça fait que, à force d'avoir passé énormément d'entretiens de recrutement, il y a deux choses. Soit on peut se dire, c'est bon, je sais faire et donc je n'ai plus rien à apprendre. Soit on peut se dire, en fait, j'ai emmagasine de l'expérience, mais tout en gardant la tête que par défaut, on est biaisé. Donc, il faut être toujours agile sur l'œil qu'on a et en tout cas être réveillé sur le fait qu'on est biaisé. Donc,
Ce que je veux vous dire par là, c'est quoi? C'est que c'est pas parce que vous avez fait passer des milliers d'entretiens que vous êtes trop fort en entretien. En revanche, si vous équipez, d'études scientifiques, de manuels pour, faire le recrutement et cetera et que vous restez avec votre œil aiguisé, c'est là où ça va devenir intéressant. Parce que vous allez non seulement accumuler l'expérience de «je sais recruter», mais en plus de ça, remettre en question vos connaissances. Donc, les 4 compétences qui sont prédictives de performance, la première, c'est, ce qu'on appelle l'intellectual horsepower, la vivacité intellectuelle, la plasticité intellectuelle. Ça, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, les personnes en face de nous réfléchissent vite, elles pensent vite, elles percutent vite, elles sont capables de faire des liens entre les choses et donc faire du lien entre un événement qui se passe dans une entreprise avec qui va être en lien avec je sais pas, une expérience personnelle par exemple. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus très concret. On va faire passer un entretien de recrutement à une personne et en fait on va lui dire, enfin il va dire bah, moi je suis quelqu'un de très passionné. Ok, prouve-moi par ton expérience personnelle que tu es quelqu'un de passionné. Et en fait, le fait d'être capable de mettre en lien à la fois des compétences techniques, métiers et des expériences personnelles, de le mettre sous la forme d'une histoire, ça demande cognitivement d'être assez vif et c'est ça qu'on va recruter. C'est ça qu'on va chercher en termes de compétences. C'est cette capacité à aller vite dans sa tête, à percuter vite. Et ça, c'est la compétence la plus prédictive de la performance à hauteur de 34% sur la performance, qui est absolument colossale. Donc c'est vraiment énorme. Je vous mettrai le lien des études si vous voulez dans les sources de l'épisode. Mais en gros, cette compétence-là, c'est un peu le truc non négociable. Il faut absolument que vous soyez certain que la personne que vous ayez en face de vous percute vite, elle fasse des liens, elle soit capable de se dire ok, j'ai vu ce truc-là à un autre endroit, ok, je vais le mettre en lien et ça me donne de nouvelles idées. Ça, c'est exactement ce genre de pépite qu'on a envie de recruter. Deuxième compétence qu'on a envie d'identifier, en anglais, ça donne la conscientiousness, je vais y arriver, donc la méticulosité, si on le traduit en français un peu littéralement. Donc en gros, c'est à quel point on est professionnel, à quel point on est méthodique, à quel point on est capable de comprendre l'environnement dans lequel on est. Je vous donne un exemple, si vous allez passer des entretiens en start-up, ça sert à rien de vous mettre en costume, en costard cravate. C'est pas forcément les bons codes qu'on va vouloir identifier chez vous. Et ce truc-là, à la limite, ça peut même vous porter préjudice de vouloir trop bien faire et de pas comprendre l'environnement dans lequel vous êtes. Si vous passez des entretiens chez Chanel et que vous commencez à tutoyer directement les personnes, a priori, c'est pareil, c'est un manque d'empathie, un manque de compréhension du contexte. Et donc ça, moyen, moyen. Donc la méticulosité, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est la deuxième compétence la plus prédictive de performance. Ce qu'on va regarder, c'est à quel point vous êtes méthodique sur votre organisation, à quel point vous êtes donc bien organisé, à quel point, par exemple, si vous avez des relances pour les clients, en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, vous êtes capable de les faire dans les bons temps, dans les bonnes heures, etc. Et puis, si vous pointez à l'heure, si vous êtes cordial, etc. Bref, non seulement l'exécution de votre métier, si vous le faites de la bonne manière, que vous êtes bien organisé, mais aussi l'enrobage de ce métier, c'est-à-dire comment vous parlez avec vos collègues, comment vous vous comportez dans une organisation, etc. Ça, c'est le deuxième point. Pareil, un point qui est très important, c'est comment est-ce que vous prenez des notes dans les entretiens. Très simple, hein, mais pourtant hyper bête. Et pourtant, c'est souvent négligé. Je pense que j'ai 60% des candidats que j'ai vus qui prenaient pas de notes en entretien. Et donc, à la fin, quand je lui posais des questions de qu'est-ce qu'il a retenu de l'échange, par exemple, je faisais évidemment exprès de poser cette question-là. Bon, bah, il y avait plein de choses qui étaient évincées. Parce qu'on ne peut pas tout retenir et c'est se croire trop fort, être péché par arrogance de croire qu'on peut retenir qui se passe en entretien. C'est normal de partenir, donc il faut prendre des notes. Le troisième point, la troisième compétence qui est prédictive de performance, c'est la curiosité. La curiosité, elle est extrêmement importante. Et donc, si je le reformule un petit peu, c'est pas tant de se dire j'ai envie de creuser tous les sujets, c'est plutôt de se dire de ne pas tolérer un seul moment de ne pas comprendre une chose. Exemple, vous travaillez, je vous prends un exemple que je connais dans une startup. Le produit fonctionne d'une certaine manière. Il y a un truc que vous ne comprenez pas si vous appuyez sur tel bouton. Et ben en fait, ne pas tolérer de ne pas comprendre. Il faut absolument tout le temps être hyper exigeant avec vous-même, mais c'est pas facile. C'est même loin d'être simple parce que souvent on va avoir tendance à être un petit peu feignant sur ce truc-là. On va avoir tendance à être feignant parce qu'on va pas vouloir creuser. On va se dire ouais c'est pas grave si je le sais pas, c'est pas un problème. Et ben non. En fait, il faut être hyper exigeant et se dire ok ce truc-là je ne le comprends pas. Il faut que je pose des questions jusqu'à temps que je le comprenne. Et ne pas tolérer de ne pas comprendre, c'est une clé du succès pour progresser aussi intellectuellement. Première chose et deuxième chose, la curiosité, c'est, non seulement dans votre métier, mais c'est aussi en fait aller parler à votre pote sur le côté, de l'open space, qui n'est peut-être pas du tout lié à votre métier, qui peut-être fait un métier qui est complètement différent du vôtre. Et en fait, plus vous allez chercher à comprendre, et ça vaut dans votre vie aussi évidemment, plus vous allez chercher à comprendre d'autres choses et plus, ça va être pertinent dans votre perspective. Et j'ai écouté un podcast récemment, ça m'a fait rire, c'est qu'en fait, c'est comme si, vous aviez votre job principal qui est votre,
pour faire un petit parallèle avec les jeux vidéo, votre quête principale. Et en fait, comme si vous avez plein de side quests, donc des quêtes annexes, je sais pas, vous êtes commercial, vous avez un de vos collègues qui est spécialisé en photographie, bah, la side quest, c'est d'aller creuser sur le sujet de la photographie. Et donc ce truc-là, je le trouve assez marrant, je trouve assez bien formulé. Plus vous allez accumuler des side quests et plus vous allez gagner de l'expérience et des pièces d'or. Et donc plus ça va nourrir en fait votre quête principale et ça va vous aider à la réaliser de manière simple. Ça, c'était un point intéressant. Et deuxième point, c'est que du coup, ce que je vous recommande aussi pour ça, pour les side quests, c'est d'aller vous rapprocher du top 1% ou top 1 pour 1000 des meilleures personnes dans ce sujet-là. Et donc, le podcast que j'écoutais, il prenait l'exemple de la méditation. On peut faire la méditation 10 minutes par jour, comme je l'ai fait pendant à peu près un an l'année dernière. Ou alors, on peut, et donc en autonomie, etc. Et donc, peut-être tirer 20 ou 30% des bénéfices, peut-être 50% des bénéfices de la pratique. Ou alors, vous pouvez prendre quelques cours avec quelqu'un qui est hyper fort dans le sujet de la méditation et donc emmagasiner de l'expertise, comprendre comment ça fonctionne et ce qu'on doit rechercher et avoir 80% des bénéfices sur l'année prochaine. Et donc, ce que je vous recommande ici, c'est d'être non seulement curieux, mais en fait, considérer que vous avez plein de side quests que vous pouvez mener à bien et surtout de vous rapprocher directement des bonnes personnes dès le début parce que imaginez, vous apprenez, et j'en ai parlé sur l'épisode où je refais le point sur si je devais recommencer le sport à zéro, qu'est-ce que je ferais. Si vous mettez en place les bonnes méthodes, la bonne méthodologie, les bons coaching dès le début, imaginez à quel point ça pourrait être trop puissant. Imaginez demain, vous commencez la natation, vous commencez directement par être coaché par le champion du monde de la natation ou le coach du champion du monde de la natation. Évidemment qu'entre le moment où vous êtes coaché par le champion du monde ou le coach du champion du monde de natation et le moment où vous allez commencer tout seul, bah, sur un an, votre niveau, dans un cas, il va être complètement exponentiellement différent de ce qui pourrait être dans le deuxième cas. Vous avez compris l'idée, je pense, sur le point de la curiosité. Quatrième et dernier point, c'est le point du drive. Alors c'est souvent ce qui arrive en premier en général dans les recruteurs qui sont un peu novices, on va dire, ou en tout cas qui sont un peu à l'ancienne peut-être. Le drive, c'est l'agnac, l'envie. Oui, voilà, l'agnac, comme on l'appelle un peu plus communément, familièrement. C'est ce truc de j'ai envie de tout niquer, j'ai envie de tout casser, je vais tout faire pour que ça fonctionne. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Évidemment, c'est quelque chose qui est hyper important, mais je pense, enfin, en tout cas, les études montrent que ça arrive en fait en dernier. On va avoir plus besoin de profils analytiques qui sont maîtres d'eux-mêmes, qui sont culturellement alignés avec la boîte et qui ont envie de progresser, plutôt que des gens qui sont des énervés du bocal et qui ont envie de tout niquer, tout baisser et qui sont en fait certains cas qui ont certains comportements de domination dans un open space ou dans une sphère professionnelle. Donc, c'est très important d'avoir du drive, de la niaque et de savoir pourquoi vous vous levez le matin. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais néanmoins, c'est la quatrième compétence de prédictive de performance, donc c'est celle qui est le moins importante dans l'équation. Mais je maintiens le truc, c'est que c'est hyper important de savoir pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi vous faites ce métier-là et pas un autre. Parce qu'en fait, le métier, globalement, je parle de le commercial, mais c'est pareil pour tout. C'est un peu une sinusoïdale. Il y a des moments où vous êtes en haut de la vague, des moments où vous êtes dans le creux de la vague. Quand vous êtes en creux de la vague, bah, c'est ce moment-là où vous devez vous rappeler pourquoi vous êtes là. Et un exercice que je faisais avec mes personnes dans mon équipe, c'était de définir en fait c'est quoi la vision à date, c'est quoi la vision à 3 ans ou 6 mois ou un an, et c'est enfin à moyen terme, et c'est quoi la vision très long terme. Et en fait, l'objectif dans cet exercice-là, c'est de trouver un alignement entre la vision très long terme et ce que je fais aujourd'hui. Exemple, si vous voulez être directeur commercial, bah en fait, pour être directeur commercial, il va falloir par exemple bien savoir s'entourer, bien savoir recruter. Donc dans 5 ans, je vais être directeur commercial et aujourd'hui, je suis un commercial junior. Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui qui va servir les compétences de dans 5 ans? Bah, par exemple, moi, ce que je faisais, c'est que je mettais ces personnes-là sur des entretiens de recrutement et donc ils m'aidaient à recruter ces commerciaux juniors parce qu'en fait, ça permettait d'identifier certaines compétences, d'avoir des retours d'expérience terrain, de favoriser le process de recrutement pour les nouveaux commerciaux juniors. Et donc, c'est un peu un moyen intelligent de se dire cette personne-là, je vais la leverager pour passer des entretiens de recrutement. Et donc, ça va servir non seulement ses compétences tout de suite, mais aussi dans 5 ans. Donc voilà, le drive, très important. C'est la quatrième compétence, donc moins importante que les autres, mais quand même une partie importante du prédictif de performance, notamment quand on est dans le mal, parce que le métier, évidemment, au début, il y a une phase de lune de miel, et après, bon, bah, ça descend. C'est un peu comme partout. Quand on commence une nouvelle méthode d'entraînement, bah, c'est trop bien au début, puis après, ça descend. Quand on a une nouvelle histoire d'amour, c'est trop bien au début, et puis après, ça change. Je dirais pas que ça descend, mais c'est que ça évolue, ça mûrit, et ça change, tout simplement. Vous avez compris l'idée. Donc ça, c'était 4 compétences prédictives du recrutement qui sont basées sur la science. Encore une fois, je vous mettrai les liens dans l'étude. Et c'est important de l'avoir en tête. Je vais faire écho aussi à l'épisode sur la performance que j'ai fait il y a
2-3 semaines, quelque chose comme ça, qui donnait déjà des clés de compréhension sur le performance management. Donc, comment est-ce qu'on manage la performance, comment on situe la performance dans une organisation. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à jeter une oreille parce que c'était un bon épisode, je pense. En 20 minutes, vous comprenez comment est-ce qu'on fait pour susciter de la performance dans une organisation. On clôture ce chapitre-là et on est à 23 minutes, donc on n'est pas trop mal, je pense, dans le timing. Dernier point, et qui va être rapide, c'est qu'est-ce qui se passe après, une fois que vous avez recruté. En fait, ce qui se passe généralement, c'est OK, ça y est, on a dit go, on signe les contrats, tout le monde est content, c'est le champagne, on a une nouvelle personne dans l'organisation, on l'accueille comme il se faut, comme il se doit. Et en fait, du côté candidat, on commence le job et puis on a des fois un petit parcours de progression, peut-être des fois une école, même en interne, ce qui est très cool. Mais en fait, ce qui manque, c'est des rendez-vous au démarrage RH de est-ce qu'on est bien aligné? Est-ce qu'il y a des red flags identifiés? Est-ce qu'il y a des green flags? Est-ce que, en fait, on est sur la bonne voie, quoi, tout simplement? Est-ce qu'on est bien aligné? Est-ce que ce qu'on s'était dit en entretien, il est toujours valable aujourd'hui? Il est toujours valable demain, une fois qu'on a commencé le métier? Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mieux? Est-ce qu'il y a des choses qui sont moins bien? Bref, vous avez compris l'idée. Comment est-ce que je fais quand j'accueille une personne? En fait, il faudrait déjà vous dire, il y a une grande sage qui se reconnaîtra si elle écoute ce podcast, qui m'a dit une fois, Pierre-Emmanuel, le recrutement, c'est comme une histoire d'amour. Il faut donner le paquet au début, il faut vraiment donner beaucoup de présence, beaucoup d'amour, donner beaucoup d'énergie. Et ensuite, en fait, ce qui se passe après, c'est la conséquence de ce qui s'est passé au début. Et en fait, j'ai un peu l'impression que c'est effectivement ça. C'est-à-dire qu'au démarrage, moi, les personnes que je recrute, je les vois tous les jours. Basiquement, tous les jours, je travaille en remote, donc en télétravail. Et en fait, j'ai 15 minutes d'espace tous les jours, safe place, où on peut poser des questions qu'ils peuvent à leur désir, annuler ou pas, ou garder. En général, ils le gardent parce qu'il y a souvent beaucoup de questions, parce que l'apprentissage au démarrage il est assez pentu, quoi. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, tous les jours, on va se voir, plus ou moins longtemps, en général 15 minutes, un peu moins des fois, bref. C'est toujours important d'avoir ce truc-là, où on met de l'intensité. Et plus on va mettre d'intensité au démarrage, et plus derrière ça va aller. Premier jour, ce qui est très important de faire, et ça c'est j'ai jamais fait quasiment, c'est en fait de faire un rendez-vous de 45 minutes, 1 heure avec la personne nouvellement recrutée. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez vouloir dire à ce rendez-vous-là? Première chose, vous allez replacer les règles du jeu. Très importante, ça, cette notion de règles du jeu, j'en parle très très souvent. La sphère privée, d'entreprise privée, c'est un peu le dernier carcan de ce côté règles du jeu qu'il y a dans la société. Aujourd'hui, pour s'en faire de politique, on a des personnes qui font des crimes, voire des choses qui sont illégales et qui ne sont pas punies dans notre système de justice français. Et donc, en fait, tout simplement, de l'entreprise, c'est un peu le dernier carcan où on va trouver ce système de j'ai une règle du jeu, si je dépasse cette règle du jeu, bah, il va se passer ça. Et en fait, c'est cette matrice-là qu'il faut remettre sous les yeux de la personne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, la personne, elle a des droits. Les droits, c'est d'avoir un super CV, c'est d'avoir une belle formation, c'est d'être coaché, c'est de progresser sur son arbre de compétences, c'est de progresser sur sa vie, sur sa carrière. Peut-être à 6 mois, 1 an, s'il progresse bien, d'avoir des promotions, d'avoir une augmentation de salaire. Bref, tout ça, ça c'est des droits. La contrepartie de ça, c'est qu'il y a des devoirs. Le devoir, c'est de performer, c'est d'être à tel niveau de performance. Et encore une fois, je vous renvoie sur l'épisode sur la performance qui est, je pense, assez éclairant là-dessus. Bref, on a des devoirs à rendre vis-à-vis de la société. Et donc, ces devoirs-là, ça doit être encadré par des règles du jeu, ces règles du jeu étant clairement définies. Encore une fois, je vous redis encore une dernière fois, c'est écoutez l'épisode sur la performance et vous comprendrez mieux ce concept. Ces règles du jeu, elles sont très importantes et donc il faut que ça soit clairement établi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que vous, demain, la personne qui travaille avec vous sache exactement, de manière algorithmique, si je fais ça, alors il va se passer ça. Si je fais ça, alors il va se passer ça. Si je surperforme pendant X mois, alors je suis considéré comme un top performer. Donc, on déclenchera un Annual Development Plan. Si pendant X mois, je sous-performe, alors il y aura soit une fin de période d'essai, soit un rendez-vous, soit si on est plus en période d'essai, un rendez-vous qui va mener lieu à un Performance Enhancement Plan, donc un plan de maintien de performance. Bref, je vous renvoie à l'épisode. Je ne vais pas tout redétailler ici, mais vous avez compris l'idée. Donc, bref, que ça soit vraiment quelque chose d'algorithmique, qui soit dénué d'humain, qui soit vraiment quelque chose d'objectif et non émotionnel. Parce que ça permet de sortir de ce modèle de je te juge ou pas. C'est pas une question de jugement, c'est une question de ton manager devient ton coach et ton coach, il est là pour te faire réussir et te mettre en place le bon système, la bonne méthode pour que tu passes au point d'après et que ça se passe le mieux possible et encore mieux que possible en fait. Donc, premier jour, 1, règle du jeu. 2, on restitue les valeurs de la boîte, comment elle fonctionne l'organisation, quels sont les codes, à quelle heure on a le droit de venir. Moi, je suis très flexible sur les horaires, donc en fait, vous faites ce que vous voulez sur vos horaires tant que le résultat est là. J'ai pas de problème avec ça. Bref,
notre manière de fonctionner, ce qui fonctionne bien et comme on aime bosser, et inversement, ce qu'on n'aime pas du tout retrouver, ce qu'on déteste retrouver. Par exemple, moi, j'aime pas répéter 10 000 fois la même chose. C'est-à-dire que si tu as une question à laquelle je te réponds une fois, pas de problème, deux fois, ok, trois fois, il commence à y avoir un problème, puis quatre fois, je te renverrai à Google et tu te débrouilles par toi-même parce qu'en fait, s'il n'y a pas de friction pour chercher la réponse, a priori, tu t'en rappelleras pas. Donc, c'est pas un cadeau que je te fais de te donner la réponse. Donc ça, c'est un exemple que je peux trouver pour moi. Il y a d'autres personnes, exemple, c'est qu'elles aiment pas être taquinées. Moi, je suis très, très taquin quand je travaille avec les gens, donc j'aime bien les appeler mes mères, j'aime bien les appeler le père machin. Enfin voilà, je suis très comme ça dans l'organisation. C'est ma manière de faire, ma manière d'être, hein, tout simplement. Et donc il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Donc là, le fait de savoir ça de mon côté, ça me permet d'anticiper ça et d'éviter les problèmes in fine, parce que s'il y a de la frustration qui s'accumule, a priori sur la collaboration sur 6 mois, un an, 2 ans, ça va être compliqué. Donc ça, c'est la première. Deuxième ou troisième chose, je sais plus, je suis perdu. Ce que je fais après ce premier point de la première journée, c'est une rétrospective à la fin de la première semaine. Ok, comment ça s'est passé? Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que c'était bien? Ben, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Blablabla, vous avez compris. Deuxième chose, et c'est 2 rendez-vous que je vais déclencher. Un premier rendez-vous à 6 semaines et un deuxième rendez-vous à 3 mois. Ces 2 rendez-vous-là, ils sont capitaux parce que ça va permettre d'évaluer, déjà de faire une auto-évaluation de la personne et ensuite, deuxièmement, d'évaluer en tant que manager, en tant que coach, la personne. Les 3 choses que je vais regarder à ce moment-là, c'est est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque? Est-ce que moi, je vois une chose et que la personne en face de moi voit complètement autre chose? Est-ce que, par exemple, je trouve que cette personne-là est complètement en déphasage professionnellement, tout le temps en retard sur les rendez-vous, répond mal, n'est pas coachable, ne prend pas bien le feedback, des choses comme ça? Et est-ce que cette personne-là a l'impression d'être totalement, angélique et parfaite, parfaitement à l'heure et cetera? Est-ce qu'il y a un décalage de perception? Ça, c'est important de le comprendre parce qu'en fait, ça se trouve, cette personne, elle est pas au courant en fait, elle se rend pas compte en fait et c'est totalement OK. Comme, une personne qui commence le sport, n'arrive pas à sentir ses fessiers parce qu'il est pas latéralisé, il comprend pas, ce qui se passe dans son corps. Mais en fait, cette personne-là, peut-être elle ne comprend pas comment fonctionnent les codes de l'organisation et donc là, il faut faire un petit recadrage à 6 semaines. Ce recadrage des 6 semaines, il va se baser sur 3 choses. Première chose que je vais regarder, c'est la performance. Où est-ce qu'on en est objectivement de la performance? À la fois sur, l'énergie que je vais mettre dans la machine, ça peut être tout un tas de lignes de code, shippées par exemple, designées. Ça peut être, je sais pas, des plans de marketing, shippés, des newsletters envoyés, j'en sais rien. Ou ça peut être le nombre d'appels passés pour des commerciaux. Donc l'énergie que je contrôle, que je vais mettre dans la machine et ce qui en sort de cette machine. C'est les fruits de mon travail grosso modo, les résultats que je vais avoir en tant que tel. Donc ça, c'est les premières choses que je vais regarder et on fait le point. D'abord, toi, tu me dis ce que tu en penses, comment tu te sens, rouge, orange, vert et moi, rouge, orange, vert, qu'est-ce que j'en pense? Et je te fais un feedback objectif. Deuxième point, ça va être, le drive, l'envie, donc on en a déjà parlé tout à l'heure. C'est, est-ce qu'en fait le métier, par rapport à ce que je t'ai dit en entretien, ça correspond à peu près à ce que tu as sur le terrain? Est-ce que tu es surpris? Est-ce que c'est OK? Tu vois? Est-ce que ça ressemble un peu à ce qu'on t'avait vendu? Est-ce qu'il y a des surprises ou pas? Bref, vous avez compris l'idée. Cette envie, c'est, est-ce que tu es professionnellement motivé par ton job? Est-ce que tu es professionnellement OK? Est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que ça met du sens? Est-ce que ça te plaît, en fait, concrètement? Est-ce que tu as la niaque? Est-ce que tu as l'envie? Est-ce que tu as envie de tout niquer, quoi, grosso modo? Troisième chose que je vais regarder, c'est l'alignement culturel. Est-ce que, par exemple, tu vois, une des valeurs principales de notre boîte, c'est, être team player, tu vois? Bosser avec les autres et cetera et cetera. Est-ce que toi, tu es un loup solitaire? Est-ce que tu as envie de bosser tout seul dans ton coin et que tu as pas envie de participer avec les gens? Est-ce que, par exemple, tu es très arrogant? Est-ce que tu es, pas simple? Est-ce que tu es coachable? Enfin, toutes ces choses-là, je vais les regarder et en fait, on va regarder, OK, sur ce truc-là, une fois je t'ai fait tel feedback, j'ai vu que tu l'as mal pris en fait parce que tu as pas mis en place ce feedback-là et surtout tu m'as dit X, Y, Z et ça, c'est hyper important d'être le plus objectif possible, donc limite d'avoir des citations des personnes pour rendre le truc le plus objectif possible et qu'il y ait encore une fois pas de notion de jugement et de sentiment. Ça, c'était la dernière chose. Et donc ça, c'est valable pour le point des 6 semaines et valable pour le point des 3 mois. 6 semaines, c'est plutôt une demi-heure. 3 mois, c'est plutôt une heure. On va intégrer non seulement ça, mais en plus une évaluation des compétences techniques. Et ça permet de faire un point objectif de où est-ce qu'on en est concrètement et c'est quoi le plan de bataille pour les 3 prochains mois, de comment est-ce qu'on fait pour valider telle ou telle compétence. Et ça, c'est important de l'avoir parce que non seulement on va regarder en tant qu'exécution la personne, genre est-ce que concrètement les compétences, et aussi comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer sur le prochain next step, quoi. Qu'est-ce qui manque pour passer au niveau d'après? Et une fois en fait que vous avez mis en place ces points des 6 semaines et des 3 mois, en fait, en général, il y a pas vraiment de surprise, quoi. Et souvent, c'est le fait d'avoir déclenché ces conversations-là, ça fait que, bah, souvent on va avoir, si les personnes sont pas, très adéquates ou sont pas bien dans leur job, d'elles-mêmes en fait, elles vont dire: «OK, bah, je me sens pas bien, je trouve que c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Il y a un décalage de perception, je me sens pas très bien même dans la boîte.
ça peut arriver et c'est totalement OK. Ce qui est pas OK, c'est de faire maintenir cette personne-là pendant 1 an alors qu'elle est à côté de ses pompes, elle est pas en performance et souvent ce qui se passe dans les boîtes que j'ai pu accompagner, c'est que, en fait, globalement, on fait un peu l'autruche. On se dit: «Ouais, il est moyen, paradoxe de la zone bêta, c'est confortable, inconfortable, il est OK, mais il est pas non plus tout pourri, donc on va le garder» et en fait, ça, c'est ni rendre service à la personne, ni rendre service à la boîte parce que in fine, il y aura quand même, une personne qui va partir de la boîte, que ça soit dans 1 an, 6 mois, 2 ans et en fait, il y aura une autre personne qui aurait pu intégrer l'organisation qui serait plus performante, plus heureuse et cetera et donc c'est ni rendre service à la boîte, ni rendre service à la personne. Et encore une fois, ça peut paraître peut-être un petit peu dur dit comme ça, mais néanmoins, si on est dans un contexte de haute performance, qu'on a envie vraiment de faire passer sa boîte au niveau supérieur, malheureusement, en fait, il y a des choix qui sont, qui sont impératifs à être faits et encore une fois, c'est pas non plus rendre service à la personne de la laisser en situation où elle est juste moyenne, alors qu'en fait, peut-être dans un autre job, elle pourrait être, excellente. Ça, c'était le dernier point et du coup, on va pouvoir conclure l'épisode là-dessus. Vous l'avez compris, je pense, c'est un thème qui me passionne parce que c'est été une grande part de ma vie, ça l'est encore. C'est un thème sur lequel je peux parler pendant des heures et des heures. J'ai encore plein de choses, dans ma hotte du Père Noël, à ce sujet. Donc, évidemment, si ça vous chauffe, si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite à m'envoyer des messages, sur les réseaux sociaux évidemment, en mail ou n'importe comment sur n'importe comment en fait, avec grand plaisir. Ce que je vous invite aussi à faire les amis et je vais commencer à vous chauffer dès maintenant pour, en anticipation de la saison 2, c'est abonnez-vous sur Spotify, abonnez-vous sur, YouTube. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ne sont absolument pas abonnées. Il y en a beaucoup qui me demandent: «Et comment est-ce que je peux même monétairement, t'aider PE?» Mais en fait, le truc le plus important pour moi, c'est de le partager à vos amis. Pourquoi? Parce qu'en fait, la découvrabilité des podcasts, ça dépend à 50 du partage à vos potes. En gros, il y a pas de moyen de découvrir des podcasts. C'est une plateforme qui bénéficie pas de référencement. Sur Spotify, vous n'avez pas tapé le nom d'un podcast. Enfin, vous avez tapé le nom d'un podcast, mais vous n'avez pas tapé le thème d'un podcast. En tout cas, vous n'avez pas tombé sur un épisode qui parle d'un thème d'un podcast. Donc, le moyen le plus important pour découvrir des podcasts, c'est le partage. Donc, si jamais cet épisode-là, qui est un peu différent de ce que j'ai pu faire par le passé, mais ça parle clairement de système, hein, là, on est en plein dedans. Ça peut intéresser des personnes peut-être qui sont un peu différentes des sujets, par exemple de sport qu'on n'a pas pu parler par le passé. Et ben, je vous invite à le partager parce que je suis persuadé que cet épisode-là, ça peut être une mine d'or pour beaucoup de personnes qui genre lancent leur boîte et même qui ont déjà lancé leur boîte depuis quelques moments, depuis même longtemps. Parce que ça, c'est des méthodologies que j'ai pu voir même qui n'étaient pas hyper bien mises en place, même dans des boîtes qui étaient déjà très avancées, à plus de 100 personnes, plus de 200 personnes, etc. Et donc, je suis persuadé qu'en s'équipant d'outils objectifs, de systèmes objectifs comme ça, on peut passer clairement la performance des boîtes au niveau supérieur. Donc, encore une fois, les amis, je vous invite, s'il vous plaît, à me mettre des reviews à la fois ou des étoiles sur Spotify, des reviews sur Apple Podcast si vous pouvez prendre quelques minutes. Moi, ça m'aide énormément, ça me galvanise, ça me rend heureux, en fait, tout simplement, parce que ça, c'est du temps que je prends personnel, parce que ça me passionne et j'adore ça. Évidemment, il n'y a pas de rémunération de mon côté, donc c'est vraiment juste pour la gloire, à la fois pour vous, et puis aussi parce que ça me permet de rencontrer des gens qui sont hyper passionnants. Donc ça, c'est un peu les bénéfices que je vais en tirer. Mais si vous pouvez m'aider à partager ces épisodes, partager ce podcast, moi, ça m'aide énormément et c'est énorme. Pareil sur Instagram, envoyez des petits messages parce que c'est comme ça en fait que je me remotive. C'est avec vos messages en fait que je me dis putain c'est trop bien. Cet épisode-là, pour la petite anecdote, c'est une personne qui me l'a demandé en message privé. Donc pareil, si vous avez des idées d'épisodes que vous avez particulièrement envie de voir, pareil sur l'épisode du Canada de la semaine dernière, c'était une personne qui me l'a demandé. Donc si vous avez des épisodes comme ça que vous avez particulièrement que je traite, évidemment, je suis hyper chaud et donc donnez-moi des idées parce que moi j'en cherche tout le temps quoi, tout simplement. Voilà, je vous embrasse. C'était PE. On a fait 37 minutes d'épisode. Je passe une bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine. Et rappelez-vous, le 16 septembre, épisode interview qui va être légendaire. Je vous attends au tournant. C'est le moment où il va falloir bombarder à fond, le partager à vos potes et officiellement faire repartir cette saison 2. Ciao, c'était PE. Bonne journée.